18 juillet 2014. Le calme et la tranquillité paisible de la journée viennent d'être perturbés par le grésillement d'un appel paniqué à la radio. Des civils en danger nécessitent une aide urgente. Le garde forestier entend les cris portés par le vent à travers les arbres, puis se précipite vers l'endroit indiqué par son collègue. Quelque chose ne va vraiment pas. Cela n'arrive jamais au parc national de Crater Lake. Son esprit commence à tourner aussi vite que la Jeep qu'il conduit, son cerveau passant en mode survie, essayant de prévoir chaque danger possible. Un feu de forêt? Il faisait encore jour. Il aurait vu la fumée. Une attaque d'animal. Peut-être, on pouvait parfois voir des ours rôder à la lisière du parc, mais ils restaient généralement à l'écart des humains, surtout quand il y avait plus de monde. En juillet, il y avait assez de monde pour éloigner tout animal égaré. Chaque tentative de prédiction soulevait la même question. Que se passait-il, bon sang? En s'approchant de la lisière de la forêt, l'un des autres gardes forestiers fait signe à la voiture de s'arrêter. Elle est armée. Déjà, le flou du rapport était inquiétant, mais voir une autre garde forestière armée d'un fusil à pompe l'était encore plus. Ils étaient en territoire d'ours. Il arrivait parfois que l'un d'eux ait besoin d'une arme pour éloigner les ours, mais c'était une rareté au lac du cratère. Le garde forestier freine brusquement, saute de la Jeep et court vers sa collègue qui se cache derrière un arbre. Il lui demande aussitôt ce qu'il se passe, mais elle lui ordonne de se taire. « Quelque chose est là dehors avec nous », lui murmure-t-elle en armant son fusil à pompe. Quand le garde forestier demande quoi, l'autre le regarde. Ses yeux disent tout. Elle est terrifiée et confuse. Ce n'est pas simplement un animal sauvage en furie ou qui défendrait son territoire et ses petits par peur. Elle n'a aucune idée de ce que c'est. Elle n'arrive pas à croire qu'elle l'a vu, ni à le décrire. Des brindilles craquent sous un pas, poussant l'autre garde forestière à lever son fusil à pompe et à se pencher depuis derrière l'arbre en direction du bruit. Elle balaie du regard l'espace à un peu plus d'1 mètre du canon. Rien. Le garde forestier jette un coup d'œil lui-même, pas vraiment pressé de voir ce que c'est, mais incapable de réprimer sa propre curiosité. Il aperçoit quelque chose, rien de plus qu'une silhouette passant entre les arbres, la prenant presque pour une branche qui bouge simplement dans la brise légère. Il tape sur l'épaule de l'autre garde et l'alerte. Quoi que ce soit, c'est proche. Et cela semble marcher comme un homme. L'autre garde regarde. En 1 seconde, elle lève son fusil à pompe et tire. Une décharge de chevrotine jaillit du canon, provoquant un bourdonnement assourdissant et aigu dans les oreilles du garde forestier. Il se plie, se tenant les oreilles, alors que le bruit devient douloureux, sans remarquer que sa collègue tâtonne en attrapant une nouvelle cartouche ou que la chose chancelle vers eux. Du moins, jusqu'à ce qu'il relève la tête, au moment où il recommence à entendre. Mais avant d'aller plus loin, j'ai une question à vous poser. Avez-vous l'impression que quelque chose ne va pas chez vous? Quelque chose nuit-il à votre bonheur ou vous empêche-t-il d'atteindre vos objectifs? Que vous ayez un problème de santé mentale clinique comme la dépression ou l'anxiété, ou que vous soyez simplement un être humain qui traverse une période difficile, la thérapie peut vous donner des outils pour aborder votre vie d'une manière très différente. C'est pourquoi je suis ravi de vous présenter le sponsor du jour, BetterHelp. La mission de BetterHelp est de rendre la thérapie plus abordable et plus accessible, et c'est une mission importante parce qu'il peut être vraiment difficile de trouver un thérapeute, surtout quand on est limité aux options disponibles dans sa région. BetterHelp facilite la recherche de thérapeutes grâce à sa plateforme en ligne. C'est à distance, et en répondant à quelques questions, BetterHelp peut vous mettre en relation avec un thérapeute professionnel en seulement quelques jours. Il est facile de s'inscrire et d'être mis en relation avec un thérapeute. Il y a un lien dans ma description. C'est betterhelp.com/doctor, betterhelp.com Dr Bob. En cliquant sur ce lien, vous soutenez la chaîne et bénéficiez de 10% de réduction sur votre premier mois chez BetterHelp pour entrer en contact avec un thérapeute et voir si cela vous aide. Et comme trouver un thérapeute, c'est un peu comme sortir avec quelqu'un, si le courant ne passe pas vraiment avec ce thérapeute, ce qui est courant en thérapie, vous pouvez facilement changer de thérapeute sans frais supplémentaires, sans vous soucier de l'assurance, de savoir qui est dans votre réseau ou quoi que ce soit de ce genre. Si vous traversez une période difficile, envisagez la thérapie en ligne avec BetterHelp. Cliquez sur le lien dans la description ou rendez-vous sur betterhelp.com. Dr Bob, merci encore à BetterHelp de soutenir cette chaîne. Maintenant, retour à la créature étrange dans la forêt. C'est comme si une partie de la forêt avait pris vie et avait pris la forme d'un être humain pour les attaquer. Des racines couvrent son corps, obstruant l'endroit où devraient se trouver ses yeux. La mousse à bec d'Oregon recouvre ses bras et retombe le long de son corps comme s'il était drapé d'un voile de plantes jaunes verdâtres. La créature est effrayante à voir. Et pourtant, elle a l'air perdue. Elle trébuche, les bras tendus comme si elle essayait de tâtonner à l'aveugle autour d'elle. Le garde forestier réalise qu'elle ne voit pas.
Une nouvelle cartouche s'enclenche dans le tube magasin, puis est chambrée par le mouvement de la pompe, tandis que l'autre garde stabilise son arme pour ne pas rater cette fois. Organe de visée aligné, la monstruosité couverte de mousse au centre, il appuie sur la détente. Une force inattendue venue d'en bas pousse le canon du fusil vers le haut, le pointant vers la cime des arbres. Une autre détonation assourdissante retentit, faisant s'envoler les oiseaux des environs hors de leur nid, pris de panique. Le garde forestier garde l'arme pointée vers le haut, malgré les protestations de sa collègue qui lui demande de lâcher son arme, ou les gouttes de sang qui s'écoulent de ses propres tympans et descendent le long de son cou. Il jette un coup d'œil par-dessus son épaule alors que cette chose s'enfuit terrorisée. Surpris par le coup de fusil, il s'enfuit entre les arbres, en heurtant certains arbres alors qu'il avance avec hésitation. Peu après, d'autres gardes forestiers arrivent et annoncent qu'ils prennent en charge la recherche de la créature aperçue près du parc national de Crater Lake. Ces gardes forestiers semblent étranges. Ils paraissent en faire partie avec leurs uniformes, mais le garde forestier ne reconnaît pas leur visage. Ils semblent tout nouveaux. Pourtant, aucun n'est troublé par cette situation inhabituelle. Il semblait d'autant plus intéressé à interroger tous les randonneurs et familles visitant le parc qui avaient vu la créature qu'à la trouver réellement. On aurait dit qu'il voulait empêcher la diffusion de l'information. Le garde forestier décide qu'il ne peut plus garder le silence et fait part de ses inquiétudes aux nouveaux arrivants. Il leur dit qu'il ne croit pas que ce soit un monstre dehors, mais plutôt un être humain. Les nouveaux gardes le remercient pour son avis, mais insistent pour prendre la situation en main à partir de maintenant. Il ignorait que ce n'étaient pas d'autres gardes forestiers. C'étaient des agents de la Fondation SCP. Ils ont été intégrés parmi les gardes des parcs nationaux pour contenir le SCP-3310, une bûche anormale flottant sur le lac Crater, qui serait habitée par une puissante divinité nommée Yao, capable de provoquer des phénomènes météorologiques dangereux à moins que la bûche ne soit laissée à flotter librement. Puis l'appel arrive du commandement de la Fondation SCP, signalant une entité attaquant des civils. Comme ils se trouvent à proximité, dans le même parc en plus, une poignée d'agents sont envoyés pour enquêter et, si possible, contenir la créature. Très vite, les témoins civils, même les vrais gardes forestiers qui avaient tenté de tuer l'entité, ont tous été interrogés, soumis à des amnésiques effaçant la mémoire, puis relâchés, comme si rien d'inhabituel ne s'était jamais produit. Dès l'arrivée sur place, la recherche de la créature non identifiée est brève. En moins de 2 heures, les agents ont trouvé ce qu'ils voulaient. Ce n'est pas une créature, c'est une personne. Il s'appelle Zach Herman. Ils le trouvent recroquevillé sous une alcôve près du bord du lac, sa peau couverte de mousse lui offrant un camouflage presque parfait pour se fondre dans son environnement boisé. La seule chose qui le trahit, c'est le son de ses sanglots de peur. Les agents de la Fondation n'ont pas ordre de le neutraliser à vue. Ils maîtrisent Zach Herman sans violence et organisent son transfert vers un avant-poste de la Fondation situé à proximité pour examen. SCP-3462, une entité humanoïde anormale connue pour habiter un ancien magasin de location de vidéos Blockbuster délabré dans la ville voisine de Bend, dans l'Oregon, dont la zone a été bouclée et est constamment patrouillée par le personnel de la Fondation. Cela semble être l'endroit idéal pour emmener Zach et découvrir ce qui lui est arrivé. Après un examen plus approfondi au poste avancé de la Fondation, on découvre que Zach Herman a un certain nombre de racines non identifiées qui traversent à la fois sa peau et ses organes internes. Face au danger pour sa vie, il est transporté d'urgence en salle d'opération pour une intervention chirurgicale. La Fondation tente de sauver l'homme pendant 18 heures. Les chirurgiens décident alors qu'il n'est ni prudent ni possible de retirer toutes les racines d'un coup. Ils se concentrent donc plutôt sur l'élimination de celles qui avaient poussé à l'intérieur et au-dessus de ses yeux, de ses narines, de ses conduits auditifs et de sa gorge. 7 autres heures de chirurgie intensive s'écoulent et Zach Herman est toujours en vie. Il n'est pas guéri, mais les racines qui couvraient une grande partie de son visage ont au moins été retirées. Après avoir été stabilisé, c'est alors qu'il est transféré au site 56, où la Fondation prévoit de mener d'autres opérations pour retirer les excroissances de son corps, ainsi que d'interroger Zach sur ce qui lui est arrivé. Ils sont toujours perplexes quant à ce qui a provoqué sa mutation anormale en monstre de mousse. Mais d'où venaient donc ces racines? Et qu'était exactement SCP-7185? La chercheuse Charlie Canley est chargée de mener des entretiens avec le sujet, Zach Herman, entre ses différentes interventions et elle ne perd pas de temps pour découvrir son histoire. Oak Ridge, Oregon, à 60 miles au nord du parc national de Crater Lake, là où Zach sera finalement retrouvé. C'est là qu'il décrit l'horrible mutation en cours.
Étant donné que les racines poussaient sur ses yeux, sa vision était altérée. Il n'avait aucune idée d'où il allait, jusqu'à ce qu'il finisse par arriver à Crater Lake. Effrayé, seul et changé au point d'être méconnaissable. Et comme il le décrit, il n'était pas le seul. Peu de temps avant sa propre mutation, Zach mentionne avoir vu la même chose arriver à Kellen Herman, son mari. Le couple, accompagné d'un groupe de plusieurs autres personnes, se trouve dans une petite ville de l'Oregon accessible en se rendant au lac Hills Creek, puis en suivant Hills Creek Road vers le sud jusqu'à trouver un panneau routier simplement intitulé Beard. L'endroit est en ruine depuis 70 ans, abandonné et laissé à la merci des éléments. La plupart des routes vers la zone sont bloquées par un glissement de terrain, laissant la ville complètement vide d'habitants. Jusqu'à ce que Zach et ses amis arrivent à Beard. Ils sont 6 au total, y compris Zach, son mari Kellen, puis Azrael, Mark, Angel et Caleb. En répondant à une annonce sur Craigslist, le groupe est venu à Beard après avoir été embauché par un homme nommé Sean pour fouiller la ville abandonnée et récupérer tout ce qui pourrait avoir de la valeur. La ferraille et les objets de valeur intacte, tant qu'ils peuvent être revendus, valent la peine d'être conservés. Sean apporte chaque mois nourriture et provisions au groupe pendant leur fouille. Ils espèrent toujours avoir quelque chose à boire pendant leur moment de détente, sans jamais l'obtenir. Sur un coup de tête, en explorant une usine abandonnée, Zach cherche une autre source de bière pour le groupe. Ce qu'il trouve, c'est une étrange machine bleue. En activant les leviers, il découvre que la machine délivre des échantillons d'un liquide d'un vert surprenant. Aucun membre du groupe ne le boit tout de suite. Pas avant qu'Angel ne trouve un vieux journal avec des notes remontant aux années 1930. Il décrit les propriétaires de l'usine donnant le liquide aux ouvriers, arrêtant seulement quand ceux-ci ont cessé de s'enivrer. Pensant que cela signifiait que le liquide était sans danger à boire, le groupe a décidé que chacun prendrait une gorgée du liquide vert. Au début, aucun d'eux ne ressent de changement. C'est en fait plutôt anticlimatique, du moins au départ. Peu de temps après, cependant, ils commencent à se sentir pleins d'énergie, plus alertes et restent éveillés beaucoup plus longtemps, sans ressentir la fatigue habituelle que cela entraînerait. Cela leur permet de fouiller plus vite certaines zones de la ville, ce qui les réjouit tous. Après une semaine, aucun d'eux ne ressent le besoin de dormir. Ils guérissaient même de leurs blessures plus rapidement. De petites coupures se refermaient en quelques minutes. Les bleus disparaissaient presque aussi vite qu'ils apparaissaient. Après environ un mois, les effets secondaires négatifs apparaissent. Ils se manifestent d'abord par de petits symptômes, le groupe ressentant diverses douleurs qui empirent progressivement. Cela les affecte tous différemment. Zach ressent une oppression thoracique, tandis que Caleb développe une forte fièvre qui le laisse presque incapable de fonctionner. Les cheveux de Mark et Angel tombent aussi par poignées. Peu de temps après, la même chose arrive à Caleb. Ses symptômes s'aggravent d'abord. Après la perte de ses cheveux, sa peau commence à tomber. Elle continue de peler, devenant rouge. Ensuite, Sean arrive à Beard. Selon Zach, lors de ses entretiens avec la fondation, leur employeur allait en ville en voiture tous les 3 mois pour récupérer les objets de valeur trouvés par le groupe. Tous souffrant des effets néfastes du liquide qu'ils avaient tous bu, ceux du groupe qui avaient encore la force de se tenir debout se sont précipités vers Sean pour le supplier de leur venir en aide. En les voyant, il prend la fuite en voiture, les abandonnant sur place. 4 jours après le départ de Sean, le groupe, encore sans sommeil, est brusquement surpris par des cris dans la nuit. C'est Caleb, et il est en feu. Pris de panique, les autres tentent de l'aider en versant de l'eau pour éteindre les flammes. Cela marche, mais le feu repart après quelques minutes. Ils ont tenté de l'emmener au ruisseau traversant la ville, mais plonger Caleb dans l'eau provoque seulement d'énormes cloques sur sa peau qui éclatent dans une vive douleur. Le maintenir sous l'eau n'a pas non plus fonctionné. Il avait constamment besoin de remonter à la surface pour respirer, et dès qu'il sortait de l'eau, il recommençait à prendre feu. Il ne pouvait rien faire pour le sauver, il brûlait toujours. Caleb est le premier du groupe à mourir, sans que l'on sache précisément quand. En enquêtant sur la zone, la Fondation retrouve des extraits de journal d'Azrael où les autres attribuent la mort de Caleb à son système immunitaire faible. Mais normalement, les maladies ne font pas que les gens prennent feu spontanément. Au matin, il est presque entièrement brûlé, ne laissant qu'un cadavre carbonisé que le groupe enterre près de l'usine. Après la mort de Caleb, Zach doit partir, tenu responsable par les autres et se blâmant lui-même. Il a l'intention de trouver un autre moyen d'obtenir de l'aide pour le reste du groupe. Kellen le rejoint et le couple quitte Beard ensemble. Pendant ce temps, Angel, Mark et Azrael cherchent leurs propres moyens de sortir de la ville, mais en vain.
Presque aucune route n'est accessible à pied, et celles accessibles mènent seulement à des propriétés abandonnées à la lisière boisée de Beard. D'après le journal d'Azrael, ils ont alors concentré leurs efforts sur la recherche d'un remède à ce qu'ils avaient bu. Ce n'est guère plus concluant. En l'absence de Zach et Kellen, Mark est le prochain du groupe à voir ses symptômes s'aggraver. Ses cheveux étaient presque tous tombés, puis des éruptions cutanées sont apparues avant de peler à leur tour. Aussitôt, lui et les deux autres craignent que ce qui est arrivé à Caleb n'arrive aussi à Mark. Leur seul plan est que Mark reste dehors dans la neige s'il commence à prendre feu de la même manière, puisque, à ce moment-là, l'hiver était arrivé dans l'Oregon. Mais au lieu d'une réapparition de l'état de Caleb, la peau de Mark commence à former à plusieurs reprises une étrange substance bleu-vert, chaude au toucher. Elle s'accumule toutes les quelques heures, et Angel et Azrael l'aident à la gratter avant qu'elle ne revienne finalement. En quelques jours, elle revient trop vite pour qu'il l'enlève. Il y en a tellement qui se forment que ça commence à dégouliner de Mark. Puis Angel fait remarquer qu'il semble s'agir de cire de bougie, et plus il y en a, plus ça devient chaud. Peu de temps après, la substance lui brûle complètement les yeux. Il est complètement recouvert de cire brûlante, sans aucun moyen de l'enlever entièrement. Finalement, il meurt. Angel et Azrael ne peuvent pas déplacer son corps à cause de la cire qui continue d'apparaître, ni l'enterrer à cause de la tempête de neige. Ce n'est qu'une semaine plus tard qu'Azrael croit voir le corps bouger. Mark est toujours en vie. Il est resté allongé dans un tas de cire chaude tout ce temps, son corps en produisant encore. Bientôt, il cesse complètement de bouger. Pendant ce temps, Kellen et Zach cherchent toujours de l'aide, mais se perdent dans les bois autour de Beard. Les multiples chemins entrelacés autour de la ville ont suffi, après une seule erreur, à les mener tous deux vers la forêt avec seulement quelques boîtes de conserve, un briquet et un couteau. Après une semaine, ils aperçoivent une montagne que Zach pense être le volcan Diamond Peak. Une semaine plus tard, lui et Kellen commencent à souffrir de graves symptômes à cause du liquide qu'ils consomment. Kellen vomit des éclats de métal et de verre. D'autres fragments métalliques transpercèrent la peau de Kellen en grandissant en lui. En même temps, des racines poussent sur les yeux de Zach, l'empêchant de voir pleinement ce qui arrive à son mari. Ils restent assis ensemble pendant les derniers instants de Kellen, Zach sentant devoir être là pour lui, même sans pouvoir le voir ni l'aider. Quelques heures après l'arrêt de la respiration de Kellen, Zach traverse la forêt jusqu'à entendre des voitures et finit par être retrouvé dans le parc national de Crater Lake. À peu près au même moment, Angel meurt aussi. Il lui faut une semaine entière après que ses paupières et ses ongles soient tombés, suivis de toutes les couches de sa peau. Cela se produirait plusieurs fois, grâce aux effets du liquide vert qui lui permettèrent de se rétablir, et sa peau pouvait à nouveau se détacher. À un moment donné, Azrael, horrifié par tout cela, voit le visage de son ami se détacher. Toujours incapable de trouver un moyen de quitter Beard, l'un des deux derniers survivants du groupe commence aussi à changer. Des bosses se forment sous la peau d'Azrael, finissant par faire enfler ses mains et l'empêchant de bouger quoi que ce soit en dessous de sa poitrine. Conscient de son destin imminent, il cache le journal dans lequel il écrivait dans un sac à dos et le laisse à l'intention de celui qui les trouvera. La Fondation parvient à récupérer les corps d'Azrael, Angel, Mark ainsi que les restes enterrés de Caleb à l'intérieur de Beard, mais elle refuse de partager ces informations avec Zach. L'identité de Sean, confirmée comme Sean McDougall, conduit la Fondation à envoyer des agents pour l'interroger. Ils ne parviennent pas à obtenir d'informations précieuses de sa part, alors ils lui administrent plutôt un amnésique. Tout ce qui se trouve sur les appareils de Sean et concerne l'emplacement de la ville de Beard, le groupe engagé pour y fouiller et les 46 000 $ gagnés grâce aux objets récupérés est saisi. SCP-7185 se compose de deux éléments. Le premier est une machine non identifiée qui a été découverte par Zach Herman et ses amis dans une usine abandonnée du sud de la chaîne des Cascades, dans l'Oregon. Bien qu'aucune source d'alimentation ne soit connectée à elle, SCP-7185 semble fonctionner sans avoir besoin d'électricité. Elle est plutôt actionnée par une série de leviers reliés au corps principal de l'appareil. Deux sont noirs et l'un est couvert de rouille. Si les deux leviers noirs sont abaissés et que le levier rouillé est tiré, la machine produira quelque chose. Le deuxième élément de cette anomalie, désigné par la Fondation sous le nom de SCP-71851, également appelé le jus d'horreur corporel. Le sous-produit liquide alcoolisé résultant de l'activation de SCP-7185 est de couleur verte et présente une consistance semi-visqueuse.
Si ce liquide est consommé à un moment quelconque par un être humain, cette personne subira d'importantes modifications corporelles qui s'étendent généralement sur une période d'au moins plusieurs semaines. Toute personne ingérant le 851 subira de nombreuses mutations et déformations de son corps, bien que la manière exacte dont elle est altérée varie en fonction de la personne qui boit le jus. Le SCP-71851 annule également les effets de tout dépresseur, opiacé ou autre stimulant pris après l'ingestion, ce qui signifie qu'il n'existe aucun moyen de neutraliser la douleur causée par ces changements physiques intenses. Le 21 juillet 2014, Zach Herman est décédé des suites de complications lors d'une opération chirurgicale. Les chirurgiens de la Fondation avaient beaucoup œuvré pour retirer les racines développées dans tout son corps après l'ingestion du SCP-7185 par Herman. Leurs progrès lui ont permis de participer à des entretiens avec le chercheur Canley. Cependant, au cours de ces échanges, Zach mentionne qu'il ressent encore tout ce qui lui arrive pendant les interventions. Chaque incision, chaque extraction, chaque point de suture. Le même jour, le corps du mari de Zach, Kellen Herman, est également retrouvé. Découvrez le Patreon du Dr Bob et devenez chercheur junior aujourd'hui. Allez maintenant regarder une autre entrée des dossiers du Dr Bob comme SCP-420 affection cutanée agressive.